le Muséum des Pourquoi, qui a été donc créé en septembre 2020. En tout cas qui est sorti effectivement en septembre 2020. C'est une idée qui datait d'un petit peu plus longtemps que ça. Ça devait être une pièce de théâtre à la base. Ah oui. Je suis comédien et donc ça devait être une pièce de théâtre, un seul en scène dans lequel le personnage comme ça habiterait dans un grand manoir et présenterait un pourquoi, en tout cas un fun fact ou une anecdote sur un objet qu'il aurait dans une espèce de cabinet de curiosité qui constituerait sa maison, quoi. Et donc chaque scène serait découpée comme ça, une scène dans le salon, une scène dans la cuisine, etc. Et ça ne s'est jamais fait. Ça fait partie des nombreux projets qu'on a tous dans des notes iPhone ou des choses comme ça. C'est ça. Et puis du coup, c'était le moment en septembre 2020. Forcément, étant comédien musicien, j'avais un peu moins de taf. Donc c'était le moment de chercher des trucs à faire ressortir des cartons et essayer de mettre en place. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas le tenter sur YouTube. Ça faisait un moment que je regardais la vulgarisation sur YouTube et ça m'intéressait bien. Donc voilà, le principe c'est ça, c'est tous les samedis, en l'occurrence tous les samedis matins, un pourquoi sur une thématique qui me plaît, qui me parle, peu importe ce que c'est. Ça peut être de la socio, ça peut être de la philo, ça peut être de l'astronomie, ça peut être tous les sujets sont potentiellement intéressants. Des couleurs. T'as parlé de couleurs récemment. J'ai parlé de couleurs récemment, c'est vrai. Donc voilà, c'est comment dire, de la culture générale, de l'éveil de curiosité. C'est comme ça que j'essaye de l'appeler, que j'essaie de le penser, en tout cas. Et voilà quoi. En gros. Cédric. Qu'est-ce qu'il dit, Cédric ? Il a dit que c'est surtout pour la thune. Bien sûr. C'est comme tout le monde sur YouTube, c'est ça. La fameuse YouTube monnaie, quoi. Énormément d'argent, bien sûr. Je suis même pas monétisé, donc bon. Et alors, du coup, Dodongo et Lucien, c'est qui ? Si on peut en parler un petit peu. Effectivement, alors vu que c'était donc censé être une pièce de théâtre et donc un seul en scène, il me fallait quand même de quoi avoir des interlocuteurs, en tout cas un dialogue, quelque chose, même si je m'adressais directement au public dans la pièce. Mais voilà, donc j'ai eu l'envie de créer des personnages à qui parler, à qui m'adresser. Et donc Dodongo, qui est donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, un squelette de T-Rex taille 1/5, je crois, ou 1/6, un truc comme ça, qui est donc dans mon décor, à qui je parle et que j'entends me répondre, mais je suis le seul à l'entendre me répondre, enfin à mon personnage. C'est un super pouvoir. Est-ce que ce serait pas un peu de la schizophrénie plutôt ? Potentiellement la schizophrénie projetée sur un objet. C'est ça. Donc voilà, qui est un peu bougon, un petit peu relou, faut bien le dire. Et puis le majordome du personnage que j'incarne, donc le personnage s'appelle Walter Neugier, et donc il est comme ça dans un grand manoir supposément, et donc le personnage qui est censé être son majordome, donc s'appelle Lucien, qui est un un majordome un peu grabataire, extrêmement lent, et il a c'est l'image qu'on a tous du majordome. Oui, c'est ça, c'est vrai. Dans beaucoup de films ou des trucs comme ça, t'as souvent un majordome un peu comme ça. C'est vrai. Et il a l'agréable avantage d'être parfaitement muet. Et de ne s'adresser à Walter que par pancarte à la craie interposée, ce qui est bien pratique pour... Ça évite de dire trop de choses. C'est ça, exactement. Voilà. Je vois qu'on a quelques questions du coup qui commencent à arriver dans le chat, donc on va commencer à les prendre. Clem a dû les mettre de côté en principe. Malheureusement, la mise en avant ne fonctionne pas. Mais je vais pouvoir du coup relayer. Vas-y, dis-nous tout, Clem. Un peu dans le sujet dans lequel on était là, on a Dienou 71 qui demandait ça fait quoi d'être entouré de gens plus vivants que Dodongo et plus rapides que Lucien. Et peut-être même que tu peux extrapoler, est-ce que tu fais aussi des lives ? Alors moi je ne fais pas de live à part ce soir, mais moi je ne gère rien, je suis avec mon coussin. J'ai vu à quel point c'était difficile, ça ne donne pas envie. Alors c'est très agréable une fois qu'on est dedans, mais la préparation ça donne pas envie du tout. C'est vrai que c'était un peu laborieux. Nous effectivement on a tout un studio. Après il y a beaucoup de vidéastes quand même qui font des lives chez eux devant leur ordi. Plus simple. C'est moins complexe en général. Non mais vous êtes des grands malades. Oui, ça c'est possible. Ça c'est effectivement. Il y a de fortes chances. Alors
Alors ça me fait quoi d'être entouré? C'est cool, ça change un peu. Voilà. De parler avec des gens qui répondent vraiment. Exactement. Ouais, c'est clair. Mais vous êtes moins pâle, quoi. Et alors, pourquoi ce point exclarogatif? Alors, si on peut expliquer aussi ce que c'est que le point exclarogatif. Oui, alors j'ai plus en tête les années de création et trucs comme ça. C'est un point de ponctuation non officiel. Il y a une page Wikipédia qui s'appelle point de ponctuation non officiel. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Et le point exclarogatif, donc c'est un point d'exclamation superposé à un point d'interrogation. Et ça exprime les deux idées, quoi. C'est une interrogation surprise. Ah, moi, généralement, quand j'ai une question un peu comme ça, je mets point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. Oui, C'est ça. Là, tu regroupes tout en un. Et du coup, il existe un point qui fait déjà. Ouais, mais relou à faire, quoi. C'est vrai Il n'y a pas la touche. C'est vrai. Moi, je me suis fait des raccourcis du coup parce que je l'utilise quotidiennement. Justement, on se posait la question avant le live parce que Chris, du coup, il a fait tous les publications sur les réseaux sociaux, tout ça. Et il était en mode putain, faut que je retrouve encore le plan, me faire un copier-coller, je tapais point exclarogatif dans Google, copier, coller, puis je le remettais à chaque fois. Et on s'est dit que si se trouve, il doit connaître le code par cœur. Alors, il y a plusieurs codes, en vrai, ça dépend du logiciel que tu utilises. Dans Word, je le connais, parce que c'est là que j'écris mes scripts et tout. Ouais. Alors que les scripts, il y a que moi qui les lis, c'est débile. Mais... Oui, ça pourrait être un point d'interrogation classique, personne ne verra la différence. C'est vrai. Et, mais non, sur YouTube, enfin en tout cas dans Google Chrome, un truc comme ça, je le connais pas. Donc j'ai un raccourci clavier, je me suis fait, quoi. Et donc pourquoi ça Pour bien faire chier tout le monde pour écrire la chaîne. Déjà, évidemment, bien sûr. Non, c'est parti du logo, de ma recherche de logo. Ouais. Du coup, c'est le M, enfin voilà, qui fait un peu une ampoule et tout ça. Ouais, et ça ressemble à un P, etc. J'aime bien le logo comme ça. Enfin, merci. Non, mais très bien fait. Et du coup, ouais, ça me plaisait bien de créer une espèce de néologisme comme ça avec le pourquoi, le P qui serait ce point exclarogatif à la place du P, quoi. Donc voilà, mais c'est venu, je sais plus si je le connaissais avant d'avoir commencé à chercher, je crois pas. Mais quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est cool, il y a un truc à faire. C'est ça. Il y a un truc à faire avec, quoi. Et du coup, donc, alors YouTube, tu le disais tout à l'heure, avant de faire du YouTube, t'es comédien. Oui. Et donc c'est pas ton activité principale aujourd'hui? Non, pas du tout. D'accord. Mais t'as quand même une formation, du coup, un background dans la production, les recherches, tout ça, quand tu fais des recherches pour tes vidéos? Non, j'ai acquis un peu de méthode sur le tas, quoi. Ouais, voilà. Et puis, mais non, j'ai pas spécialement de background là-dedans. Après, voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, qui aime se tenir informé de tout un tas de choses, quoi. Voilà, je fais partie de la génération c'est pas sorcier, enfin, tu vois. Ah, bah forcément. Ça nous parle tous, là. Bah ouais, ça a été même plusieurs générations, c'est pas sorcier. Et puis ça peut continuer encore aujourd'hui, hein. Si vous avez des gamins, allez-y, c'est toujours aussi bon. Alors, je vois qu'on a des notifs qui arrivent parce qu'effectivement il y a des questions aussi qui sont dans le chat. Yes. Donc on va pouvoir continuer de prendre des questions, bien sûr. Vas-y, pas de soucis. Tu sais quoi, Clem, je te laisse la parole pour. Il y avait comme un petit fil qui dépassait là sur le Plume de Dragon qui demandait pourquoi dans un manoir, et Leto Jardin qui demandait le muséum est logé au manoir des soucis. Est-ce que c'est une ref littéraire? Ok, c'est rigolo. C'est quoi la première question? Pourquoi dans un manoir? Justement, pourquoi ce décor-là? Dans un manoir. J'aimais bien l'imaginaire collectif du cabinet de curiosité, un peu sombre, un peu voilà, avec plein de petites babioles peut-être, tout un peu partout. Ouais. Puis bon, il se trouvait que j'avais un local possible avec de la pierre apparente, et voilà, donc je me suis dit voilà, autant essayer d'en faire un manoir. Et puis j'aimais bien l'idée du personnage un peu châtelain, un peu hautain comme ça. Alors il l'était plus au début, il est peut-être un peu moins maintenant. Encore qu'avec Lucien, il est particulièrement hautain, le Walter. Mais ouais, j'aimais bien cet imaginaire collectif là du châtelain un peu pédant comme ça. Et ce qui permet aussi d'avoir le ton que je voulais donner aussi à la chaîne, avec le ton du personnage qui était quelque chose de d'un peu posé, un peu lent, voilà, auquel je tiens, quoi. Et puis pour répondre du coup à Leto des Jardins, le manoir des soucis, c'est une ref personnelle pour le coup. Mes grands-parents habitaient dans un lieu dit qui s'appelait les Soucis, tout simplement, et j'ai juste repris
repris le nom des soucis, d'accord. Soucis, c'est le nom d'une plante, je crois. Oui, aussi, oui. Les soucis, ouais. Bah, je pense que c'est même à ça que fait référence le petit bled en question. C'est ça. T'as qu'habiter dans un endroit où tu te dis, mince, si on habite là, on va avoir des emmerdes. Oui, c'est ça. Des habitudes soucis. Ah merde. Et donc, a priori, le manoir des soucis, c'est plus le manoir des fleurs soucis, mais bon, on peut le comprendre comme on veut en vrai. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'affectionne particulièrement le rythme posé justement de tes vidéos, parce qu'aujourd'hui, justement, il y a tellement de vidéos qui sont coupées, mais vraiment, on enlève tous les blancs, tout s'enchaîne super vite. Il n'y a plus une respiration. Mesurer l'attention, pour attirer l'attention à mort. Et oui, ça respire pas, et moi, oui, je me sens étouffé par ça, personnellement. Donc, il y a une époque où ça a vraiment bien marché, j'ai l'impression que les gens en reviennent un petit peu maintenant. Je revois popper de la vulga plus posée, je pense à Grégoire de la chaîne Livre et Science, je sais pas si vous connaissez par exemple. Alors pour l'instant très professoral, très posé comme ça, et c'est hyper agréable aussi, quoi. Ça change, quoi. Mais c'est ça fait du bien, mais bon, TikTok est pas encore à ce de ce côté. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux regarder. Bien sûr. Tout ce qui est les chaînes de vulga et tout, un truc posé, ça passe très bien. Par contre, si tu regardes des chaînes de divertissement, des gros youtubeurs qui peuvent exister, du Amixem, du Squeezie, du machin, un truc trop posé, c'est pas le cœur du truc. C'est eux, leur cœur, c'est du divertissement. Donc c'est normal que c'est là où il y a le plus de cuts et de trucs, mais c'est pas la même cible. C'est pas la même cible, c'est pas la même façon de consommer, quoi. Exactement. Donc je pense qu'on peut consommer les deux. En tout cas, moi, j'arrive à consommer un peu les deux, sans être ni gêné par les 15 cuts à la seconde d'Amixem, et sans être gêné par 0 cut pendant 3 minutes sur la chaîne. Avec un rythme plus posé et tout. Ça dépend ce que tu veux consommer, quoi. Si on compare, nous, on est un cas à part, parce que nous, on n'a pas un rythme trop rapide, on n'a pas un rythme trop lent, on a un rythme qui est entrecoupé de problèmes techniques. Ce qu'on appelle un rythme saccadé. C'est ça qui est rythme. Ce qui est fort, c'est que ce rythme-là commence avant même le live. Vous êtes fort. La préparation. On est très fort là-dessus, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le tas avant de passer à la suite, Clem ? Alors on pourrait aller creuser un peu sur tes écrivains favoris, peut-être. On continue sur les questions de Leto de Jardin. Ok, mes écrivains favoris. C'est rigolo parce qu'il y en a un qui va bientôt popper dans les sujets du muséum. J'adore plus que tout Edmond Rostand, et notamment la pièce Cyrano de Bergerac, qui est un comédien. C'est un pic, c'est un rock, c'est un cap. Exactement. Et donc il est fort probable que bientôt pop dans la liste des pourquoi sur cette pièce-là. Parce que voilà, c'est un petit hommage que j'ai envie d'y faire, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, que j'ai lu assez tôt dans ma jeunesse, et que j'apprécie particulièrement. Mais après, il y a potentiellement d'autres écrivains, parce que c'est plus large que juste le théâtre, évidemment. Werber. Bernard Werber. Ouais, Bernard Werber, c'est cool, carrément. Il n'y a pas grand-chose à acheter. Et puis là, comme ça, j'ai pas spécialement préparé, j'en ai pas spécialement d'autres en tête, mais tout ce qui va être un peu entre l'initiatique et quand même la science, ça peut être intéressant, quoi. À la Werber, justement, je trouve ça plutôt... Bon, ça donne déjà quelques exemples, c'est déjà pas mal. C'est ça. On va revenir justement effectivement sur les questions d'interview. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à en poser dans le chat et puis on les relayera. On va parler un petit peu de la production de tes vidéos. Ok. Parler il va y avoir la question horrible, vas-y. Non, mais tu réponds ce que tu as envie de répondre. Parler un petit peu, making of, combien de temps de préparation pour faire tes recherches, ça prend. Déjà parle de ça, Comment tu trouves les sujets, en fait. Je sais que nous on a vu dans les vidéos que tu demandes aux gens, mais est-ce que tu t'en trouves de ton côté, ou est-ce que tu prends vraiment que les sujets qui sont proposés On t'a vu, hein. Mais je prends mon éclair. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est bien. Question aussi posée par Tienou dans le chat. C'est la même ? Ouais, sûrement. Alors pour le choix des sujets, est-ce qu'il y a un stock ? Est-ce qu'il y a un Google Doc avec... Ah bah oui, carrément. Ouais, il y en a même plusieurs, parce que j'en ai pour les mini pourquoi. Enfin, je les trie, parce que du coup j'ai plusieurs formats, peut-être pour ceux qui savent pas. J'ai un format que je mets une semaine sur deux, qui est donc un épisode classique, qui fait à peu près 20-25 minutes en gros.
Et du coup, c'est pour des sujets qui me demandent un peu plus de développement, qui m'intéressent un peu plus et tout ça. Et l'autre semaine sur 2, je fais un mini pourquoi, et du coup, j'essaye de tenir autour de 10 minutes. C'est des fois compliqué. J'ai du mal à me restreindre. Ouais, ça, c'est un problème d'écriture que j'ai, même dans tout ce que j'écris. Le théâtre, c'est pareil. Enfin, bref. Et je fais souvent trop long, quoi. Et donc oui, j'essaye de caser quand j'ai des questions qui tombent dans les commentaires, ou quand j'ai des choses qui me viennent, voilà, de les mettre dans une liste plutôt qu'une autre. Et donc oui, pour les mini pourquoi, je demande à chaque fois en fin d'épisode s'il y a des gens qui ont des questions qui leur trottent dans la tête, de les mettre en commentaire et tout ça. Donc ça, déjà, ça m'alimente énormément. Et puis quand je me suis lancé, j'en avais déjà un petit paquet, et puis régulièrement voilà, il suffit que je pense à un truc, ou que je vois une émission ou un machin, ou juste mon fils de 4 ans qui me pose une question, je fais ah tiens, c'est pas con. C'est pas la réponse, c'est une bonne source d'inspiration. Bah ouais, de rien, ils participent. Bon, il y en a, elles sont pas toujours pertinentes, mais quand même, ça joue un peu, quoi. Donc voilà, après, pour répondre à ta question, Chris, j'ai bien peur de pas trop pouvoir y répondre, je sais pas trop. Non, mais après, sur le temps passé et tout, je me souviens que j'ai eu la question aussi dans la foire au pourquoi que j'avais fait il y a quelques mois maintenant. Genre, je sais rien, c'est beaucoup, c'est long, ça c'est clair. Il y a facile une demi-journée, une journée de recherche, recherche/écriture, quoi. Le tournage, c'est un peu compliqué parce que du coup, le studio dans lequel je tourne est à 50 bornes de chez moi. Donc c'est 100 bornes aller-retour, donc j'essaye d'optimiser, de faire 4-5 tournages d'un coup. Sinon c'est pas hyper valable, c'est ça. Déjà que c'est pas vraiment rentable de toute façon, toute cette histoire, mais voilà, j'essaie d'optimiser. Donc les épisodes qui font donc 20 minutes, j'ai à peu près 30 minutes de rush, en gros. Donc ça met ce temps-là à tourner. Et puis après le montage, c'est pareil, une demi-journée, normalement c'est fait, quoi. Après il y a aussi dans le montage, il y a une deuxième phase de recherche où je cherche les visuels. Il y a plusieurs tableaux, des trucs d'artistes, là, des œuvres en gros, de tout genre, que je cherche au moment du montage. J'ai essayé un petit peu de le faire au moment de l'écriture, mais ça me parle moins, en fait. C'est une étape que j'aime beaucoup, le montage. Et du coup, j'ai pas mal d'idées qui foisonnent au moment du montage que j'ai pas forcément au moment de l'écriture, qui est pas un truc. On se projette mieux en général avec le côté visuel justement du truc, quoi. Et puis il y a une espèce de contrôle, de l'impression de pouvoir vraiment être précis et tout. Le montage, c'est quelque chose que j'aime bien de ce point de vue-là. Ce qui peut être dommage du coup d'avoir toutes ces idées au moment du montage, et que j'aurais bien voulu retourner ça, peut-être. Non, ça peut arriver, j'aurais bien voulu sortir cette phrase là en plus, histoire de. Et puis du coup, non, on peut pas parce que trop tard. Ou des vannes que tu te dis, ça aurait pu être se caser là, quoi. Mais bon, voilà, après, quand tu fais tout seul, faut apprendre à se faire confiance et puis à se pardonner, parce que sinon tu t'en sors pas, quoi. Donc ouais. Il y a un sujet comme ça que t'as aimé traiter, ou d'autres que t'as abandonné, ou que t'as trouvé super galère à traiter après les avoir choisis, forcément? Il n'y a rien que j'ai abandonné. Après, oui, il y a eu des sujets qui me parlaient peut-être un peu plus, ou en tout cas des résultats, une fois fini la vidéo, où j'en étais peut-être un peu plus content que d'autres. Qu'est-ce que j'ai en tête là, que j'ai bien aimé? Pourquoi Hostile 2, j'ai bien aimé cette vidéo-là, c'est une des premières, je crois, l'épisode 5 ou 6, un truc comme ça, sur la connerie humaine, et sur plein d'aspects de la connerie humaine. Ce que j'aime bien, en fait, c'est quand j'arrive à faire ça, ce qui n'est pas toujours évident en termes d'écriture, quand vraiment il y a une espèce de... qu'on suit un flux d'informations et qu'on va d'anecdote en anecdote, et que ça paraît un peu simulesque comme ça, et que, on a presque l'impression d'une conversation. Celui sur la pluie aussi, pourquoi courir sous la pluie, un peu comme ça, je reviens à parler du poids des nuages, de comment font les moustiques pour voler quand ils se prennent une goutte sur la tronche, etc. Et comment ça marche, quoi. Il y a des mecs qui ont étudié ça, et c'est fou, quoi. Au moment de l'écriture, de tomber sur des études, tu fais c'est incroyable que des gens étudient ça. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça, comme tu dis, ça part d'une question assez anodine au départ, et puis le développement derrière est dingue, quand il y a moyen de prendre des virages et d'aller d'une anecdote à l'autre, c'est assez chouette, quoi. Et c'est pas toujours évident sur tous les sujets. Les trucs sont plus frontaux, quoi. Que j'aime bien aussi, hein, mais c'est moins ma came en tant que consommateur de vidéos. J'aime bien quand ça passe un peu du coq à l'âne, quoi. Alors, on a la petite notif de questions qui sont arrivées dans le chat. Clem, je te laisse la parole. Donc on était sur un peu du making of quand même. Il
Icos demandait si tu écoutes de la musique pour écrire. Icos t'en sait quelque chose a priori. Parce que je suis passé chez lui pour en parler. À part Pink Floyd. Ouais, c'est ça, on a fait un épisode sur Pink Floyd. Oui, j'écoute pas mal de Pink Floyd, c'est vrai. Putain, j'en ai écouté aujourd'hui, Division Bell. Ah bah tu vois, c'est marrant. C'est mon album favori de Pink Floyd. Il est très très bon. J'écoute beaucoup très cet album. Bon. Oui, j'écoute du Porcupine Tree. Ah, mais là on va s'entendre. Alors là, On va vous laisser Là tous on les va deux, en fait. s'entendre. On va vous laisser tous les deux. Voilà. Et puis quand j'ai vraiment besoin d'écouter des trucs que je connais pas trop pour avoir vraiment l'esprit libre et juste une musique de fond, je vais sur Lofi Girl. Ah, Ce truc là de YouTube là. Bah, du coup, on connaît aussi. Voilà, et ça marche très bien pour bosser Oui. ce truc là. Porcupine Tree, avec Clem, on a été les voir en live à Paris quand ils sont Ok. passés. Ouais, Il passe au Hellfest, on est d'accord, cette année? Il passe au Hellfest, Il ouais. passe au Hellfest cette année. Sur le Hellfest Ok. cette année, ouais. Cool. Et ah oui, là on va s'entendre parce que j'aurais pas fait le déplacement pour un autre groupe. Porcupine Tree, là, franchement, Ok. c'est. C'est vraiment top. J'adore. il y a Steven Wilson dedans en fait. Voilà, c'est ça. Fallait pas le dire. Ah ouais, là, ça y est, là, je suis. Ah bah là, il est hypé de ouf, là c'est bon. Ah ouais, grave. Tu nous as Ah, fini. puis il peut tenir la soirée. Hein. Là, on peut parler du reste de l'émission là-dessus. Je vois que je l'ai fait chier. Non, on n'a pas dit ça. On a dit juste que t'es passionné. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Épisode 7, d'accord, Franconost, merci. Merci pour les fans hardcore. C'est le numéro 10 épisode. Donc, j'espère que tu as vérifié avant de donner cette information. Tu si on connais avait- pas tout par cœur. On avait une autre petite question, c'était pourquoi choisir une ambiance calme, mystique? On en a parlé un petit peu Ouais. tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez posé. Est-ce que c'est juste pour une question de rythme ou est-ce que voilà Ouais, il y a- c'est complètement volontaire. Déjà parce que je suis un peu comme ça au naturel et que voilà, ça permet d'avoir un personnage qui est pas trop éloigné, de pas avoir à masquer plein de choses et à aller chercher des émotions et des trucs qui viendront pas forcément à chaque tournage. Parce que, c'est quelque chose qui se prépare quand même. Alors si on a un personnage qui est un peu plus proche dans la dynamique de ce qu'on est nous-mêmes, c'est plus simple à aller le chercher à chaque tournage, quoi. Et ça, c'est vraiment au moment de l'écriture du perso, c'est quelque chose que je me suis dit assez vite parce que je me suis dit tu vas tourner souvent. Il y a des fois t'auras peut-être pas trop envie. Donc voilà, et pas aller chercher quelque chose de trop extravagant. En tout cas, de trop différent de moi, quoi. Oui. Dans le ton, évidemment. Je suis pas... Ça reste authentique, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est aussi, c'est ce que je disais en tant que moi consommateur de YouTube, c'est des choses que j'apprécie, de pouvoir prendre le temps de se poser et pas d'être pressé par la plateforme à vouloir consommer et passer d'une vidéo à l'autre, même si, encore une fois, il y a des vidéos de collègues qui sont beaucoup plus speed que moi. Je pense à Superama, par exemple, les copains de Superama, qui sont très cash, très vite, beaucoup de montage, beaucoup de cuts, etc. Et ça me fait rire et c'est très bon aussi, mais voilà, c'est pas ce que moi j'aime faire. Hebdomadairement, c'est pas ce qui m'attire, quoi, à créer en tout cas. C'est sûr. Voilà. Alors, on a du coup une autre question dans le chat. Clem, je te laisse la parole. Alors la bonne soirée à Laurent et Leto nous demandait si on passe sur ce sujet-là maintenant, tu as un bestiaire de collab impressionnant. Est-ce que tu as des cibles privilégiées cette année ou plus tard? Oui, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé quand tu avais reçu Matador et qu'il était en train de trifouiller l'espèce de casse-tête un peu cube, sans quoi, puis il laisse tout tomber pour que tu fasses ton speech. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. Ouais, c'est un truc qu'on a trouvé sur le moment d'ailleurs. C'était rigolo de faire ça. Oui, ça fait partie des choses qui sont vraiment agréables quand on fait de la vulgaire sur YouTube, c'est qu'il y a une communauté qui est assez soudée. Alors bon. Il y a eu des refus, il y a eu un petit peu des lol teki, voilà, ça arrive aussi, quoi. C'est normal, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et c'est comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent, à commencer même par Arnaud, Astrogeek, oui, qui tout a à fait. été pour le coup un des premiers, vraiment qui a eu un gros impact sur la chaîne, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Enfin, clairement, voilà, sans Arnaud, c'était pas la même chose, quoi, évidemment. 800 000 abonnés, ça se pose là. Alors, est-ce que j'ai des cibles prochaines? Alors, il y a des collabs de prévus, il y en a qui sont déjà écrites, avec des gens qui sont potentiellement déjà passés d'ailleurs au muséum, mais pas que. Mais bon, je ne veux pas, forcément révéler. Ah oui, non, on va garder et la puis surprise. après, il y a des conversations, dont certaines qui durent depuis très longtemps, où on peaufine les choses. Ça met du temps à se mettre en place, selon les façons de travailler de chacun et puis leur métier à côté et tout. Il
y en a pour qui les collabs c'est très dur à mettre en place, mais qui ont très envie de le faire quand même. Donc voilà, on attend, on est patient. J'ai appris à mes dépens. Voilà, sur la première saison, quand je recevais un oui pour une collab, je mettais dans mon calendrier le pourquoi correspondant tout de suite. Je me disais tiens, on va faire ça, voilà, en février, machin, etc. Puis je me faisais mon petit planning tout seul dans ma tête, ce qui était une grosse erreur, puisque bah voilà, on est dépendant de quelqu'un d'autre et donc ça se passe pas toujours comme prévu, quoi. Donc maintenant j'ai 2 calendriers. Enfin, j'ai un calendrier avec que des vidéos à moi tout seul et une liste à côté. Quand c'est prêt, hop, je remplace et je décale, quoi. D'accord. Bah, c'est vrai que ça oblige à s'organiser, hein, forcément. C'est ça. Mais oui, il y aura toujours des collabs. Je kiffe trop ça pour que ça s'arrête. Évidemment. C'est toujours appréciable en plus de voir comme ça. C'est chouette, quoi. Parce que quand on fait tout seul, ce qui est très agréable parce que ça, on peut compter que sur soi et on est au moins sûr du travail, comment il est fait, etc. Mais bon, on est tout seul. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool d'avoir des interactions sociales quand même. Bah oui. C'est toujours plus sympa, en effet. Alors, puisqu'on parle de collab, on va rester plus ou moins dans le thème. Alors, il y en a peut-être qui ne le savent pas dans ceux qui nous regardent, mais tu as aussi un groupe de musique. Oui. Plusieurs en vérité, mais oui. Plusieurs, mais là, en l'occurrence, un d'ailleurs, donc qui s'appelle Dune. Ouais. J'ai un petit extrait musical. Ah, cool. Le voici, le voilà. Ring the church bells in the night, we'll gather at the first starlight. Bring your lamps, sleighs and bear to save the widow's home. Across the big field on a pond, we'll move this house before the dawn. When Joel... Voilà, donc ça c'est un petit extrait donc musical. Donc je vous invite bien sûr à aller voir le clip de Dune. Donc vous êtes 3. Ouais, c'est ça. Alors il y a je dirais aux copains qui sont passés sur Twitch, c'est bien. Donc oui, il y a qui du coup dans ce groupe à part toi? Et ben donc à la guitare il y a Florent qui m'accompagne sur un autre groupe depuis quasiment 5 ans maintenant. Enfin voilà, c'est un quintet de musique un peu dans le même style, trad irlandais, québécois, voilà, du folk un peu comme ça. Et bon, ce groupe de 5 a pas mal de difficultés à tourner parce que c'est difficile de vendre un quintet, surtout dans le coin. Enfin, je sais pas si ailleurs c'est plus simple, mais bon, bref, c'est pas évident. Donc on a reformé un trio et du coup au violon c'est Fred qui était aussi dans ce quintet. Voilà, on a formé une espèce de sous-formation. Ouais, d'accord. On a réduit le truc, quoi. Donc voilà, en l'occurrence l'extrait là, donc c'est une chanson de The Night They Moved the House, et là à la base c'est une chanson de 10 Strings and a Goat Skin. 10 cordes et une peau de chèvre, littéralement. C'est ce que tu joues du coup le bodhran. Ouais. C'est un instrument irlandais, ouais, c'est des percussions irlandaises et c'est littéralement une peau de chèvre tendue d'accord. Sur un cerclage de bois. Un genre de Pas très vegan tout ça. Ouais, oui, non, les percussionnistes c'est pas très vegan. Il y a beaucoup de peaux d'animaux par-ci par-là. Et donc vous êtes bientôt en concert d'ailleurs. Ouais, il y a le premier concert qui va avoir lieu pas très loin d'ici, à Divat-sur-Loire. Ah bah oui, effectivement. Ah bah là. Ce sera le 18 février prochain. Ouais. 18 février, ça tombe quoi? C'est un samedi, ça? C'est un samedi soir, ouais. C'est un samedi, effectivement. Donc à Divat-sur-Loire. Ouais. Enfin, on peut en parler un petit peu, peut-être, si tu veux. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le premier concert. Donc on a commencé avec cette formation-là, avec ces 3 garçons-là, ces 2 garçons-là et moi. Il y a un peu moins d'1 an maintenant. On a 1h30 de répertoire de près, donc on se lance. Ok. Et puis voilà, quoi. C'est pas du tout mon premier groupe. Il y a eu beaucoup d'autres groupes avant, du coup. Ouais. Bah oui, du coup, comme c'est mon métier, c'est un peu tourné. Voilà, on est obligé de prendre les projets quand ils arrivent. Et puis voilà, il y en a qui nous font plus ou moins vibrer musicalement parlant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui moi me parle pas mal. Voilà, la musique irlandaise, oh là là, mon Dieu, c'est tellement étonnant. Voilà, écossaise, irlandaise, québécoise un petit peu aussi. Et donc voilà, quoi, je suis assez content que ça sorte et c'est cool d'en parler du coup ici. Bah aussi, ouais, carrément. Mais tu sais pas, je me suis dit au départ que j'aurais kiffé éventuellement de proposer de venir avec du coup. Ah oui. Alors j'ai déjà plus les prénoms Fred et Flo. Ouais. Mais je me suis dit en termes de sonorisation, ça aurait peut-être été un petit peu. Ah ouais, ça résonne pas mal. Hein. Donc, ça aurait fait une réverb naturelle. C'est ça. Mais le problème, c'est plus, on va dire après pour mettre des micros, on n'a pas forcément le matos. Ouais. Pour. Mais
dans l'idée, j'aurais trouvé ça cool de pouvoir, genre, on aurait fait un petit live privé, on se faire ça, un petit concert privé. Ça aurait pu. Ouais, non, mais pourquoi pas, ça pourrait se faire peut-être une autre fois ou sur autre chose. On va y réfléchir. C'est envisageable en vrai avec votre setup. Et alors, le clip du coup que vous avez tourné sur The Night They Moved the House, c'est devant donc c'est dans la Loire ou l'Erdre, c'est la Loire. C'est la Loire où il y a la maison qui est dans la voyage à Nantes, c'est ça? C'est une œuvre du voyage à Nantes, c'est un artiste, je sais plus son nom. Ça s'appelle tout simplement La Maison dans la Loire, et donc c'est une maison, une fausse maison, enfin c'est une espèce de. Si, ça reste c'est une 4 maison, murs, hein. Je crois que c'est 4 murs et un toit. Il y a une porte, il y a des fenêtres, Ouais, quand même, ouais. il y a un peu de maçonnerie. Et voilà, elle est un peu penchée, voilà, il doit y avoir une dizaine de degrés, comme ça, comme si elle était en train de tomber dans la Loire, et c'est un spot qui est assez rigolo. Je crois que c'est. La chanson parle de ça en fait. La chanson parle d'un groupe d'amis qui vont déplacer la maison d'une veuve parce que son mari s'est fait avoir par quelqu'un qui lui a extorqué, qui lui a fait signer un faux papier, je sais pas quoi. Ah oui. Et donc elle se retrouve veuve et il y a quelqu'un qui vient réclamer le terrain dont elle a hérité, sur lequel il y a la maison de feu son mari, et donc elle appelle des copains et ils déplacent la maison quoi. D'accord, ok. Dans la Loire, c'est une mauvaise idée quoi. C'est ça. Là vraiment, C'est peut-être pas le bon plan. Dans la vraie histoire, dans le morceau, ils y arrivent, mais là bon. Je crois que c'est Patrick Beau, donc Axolot, qu'on avait parlé aussi dans ses étranges escales. Il avait fait l'étrange escale à Nantes et il me semble qu'il avait parlé de cette maison-là. C'est possible qu'elle y soit, je ne sais plus. J'avais regardé pourtant, mais. Donc, mais très très cool comme morceau. En tout cas, je trouve ça entraînant et tout, c'est cool. Alors, il y a quelques encore questions qui sont arrivées dans le chat que je vois là. Par exemple, John McLean qui dit qu'est-ce que cet homme ne sait pas faire? Qu'est-ce que je sais pas faire Justement, la cuisine peut-être. Encore gros, si ça va, ça dépend quoi. Merci à toi en tout cas, Yoran, d'avoir été avec nous. Ouais. C'était une très bonne émission. Ça nous a fait plaisir aussi parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité vraiment avec nous comme ça. Et qui plus est en studio, c'est encore mieux. Donc voilà, on espère que ça t'a plu aussi. Non, mais franchement, c'était bien chouette. Et puis l'occasion de pouvoir être sur place, c'est chouette aussi parce que je m'imaginais bien pouvoir le faire de chez moi avec une webcam, mais bon T'aurais été au chaud. J'aurais été au chaud.